Bonjour, Monsieur Djerry Tardieu, et merci de nous accorder cet entretien. Rappelez que vous êtes un ancien député, un homme politique très influent et détenteur d'une maîtrise en administration publique de l'université de Harvard. Et vous avez écrit aussi de nombreux livres, dont Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi, et dans l'enfer du Parlement, 4 années de combat et d'idées pour demain. Donc, merci d'être présent pour cet entretien. Pouvez-vous nous dire un peu quelle est votre lecture de la situation actuelle d'Haïti? Mais c'est à mon tour de vous remercier de m'accueillir à la Maison des journalistes à Paris, une institution, je dirais, au service de la démocratie, puisqu'elle loge des journalistes persécutés dans le monde. Donc, c'est un plaisir, un honneur, un privilège pour moi d'être ici, en cette enceinte, et de vous accorder cet entretien. Haïti, aujourd'hui, est un pays en crise, est un pays à la croisée des chemins, est un pays empêtré dans une crise multidimensionnelle. Elle est institutionnelle, elle est politique, elle est sociale, elle est financière, elle est économique, elle est énergétique, elle est aussi sécuritaire. Et elle est empêtrée dans une crise où malheureusement les autorités nationales ne donnent même pas l'impression de pouvoir insuffler l'audace d'espérer au peuple haïtien qui aujourd'hui se retrouve à vivre dans des conditions difficiles. La crise énergétique d'abord. Les pompes à essence sont à sec. Le transport est à l'arrêt. L'économie est aux arrêts. Les génératrices des hôpitaux sont à sec. Cela veut dire qu'une femme enceinte qui veut accoucher par voie de césarienne risque de mourir. Cela veut dire aussi que l'école ne fonctionne pas. Tous les jours, il y a des tours des opérateurs de téléphonie cellulaire qui tombent. Donc ça veut dire qu'il y a la communication qui tombe. Haïti est en fait un pays qui donne l'impression d'être un pays assiégé sans qu'il ne soit en guerre. Assiégé parce que s'il y avait un pays à attaquer Haïti, elle s'attaquerait directement à ses centres névralgiques. Le transport, l'école, les hôpitaux, l'essence. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui Haïti est dans une crise sans précédent, une crise humanitaire sans précédent. C'est ce qui explique aussi ma présence à Paris. C'est de faire porter ma voix et de rencontrer des acteurs internationaux, des personnalités, des institutions, des entités pour leur dire Haïti est en danger, nous avons besoin de solidarité internationale d'abord. Et nous espérons aussi qu'en Haïti, les décideurs locaux sauront prendre la dimension du drame et faire face à leur responsabilité historique, celle de gérer Haïti, de nous sortir de ce pétrin. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous avez eu cette idée de créer ce mouvement politique et qu'est-ce qui se cache derrière En Avant? C'est quoi l'idéologie politique? En fait, rien ne se cache derrière le mouvement En Avant que la volonté d'hommes et de femmes de se mettre ensemble pour doter Haïti d'un outil politique, d'un mouvement politique, d'une offre politique différente. En Avant, c'est l'ambition de jeunes leaders de différents secteurs de la vie nationale qui, ensemble, vont s'organiser pour offrir une alternative en termes d'idées, en termes de vision, en termes de philosophie. Notre ambition, c'est de mettre le pied à l'étrier à d'autres générations, d'autres leaders, d'autres formes de pensée. Nous pensons qu'en Haïti, malheureusement, aujourd'hui, il y a un échec de la classe politique dans sa globalité. Et tout en respectant l'implication politique des hommes et des femmes politiques de notre pays, nous disons qu'aujourd'hui, il y a une demande de la population qui, malheureusement, n'a pas une offre et en adéquation. C'est pour cela que ce mouvement a décidé de se lancer en faisant, on va dire, en donnant une priorité à 3 secteurs. La jeunesse, 70% du pays a moins de 30 ans, les femmes et la diaspora. Et nous pensons qu'avec ces 3 secteurs vitaux de la vie nationale, nous pouvons insuffler un souffle nouveau sur Haïti. Nous avons les 20 chantiers de l'espoir qui supportent un projet national tourné vers l'avenir, mais nous avons surtout 3 priorités. La sécurité, l'emploi et l'éducation. On sait qu'aujourd'hui, la jeunesse haïtienne est livrée à eux-mêmes et, comme vous venez de le dire, ils sont à fait plus de 70%, le pays est constitué de jeunes. Donc, comment vous allez procéder pour encadrer ces jeunes-là, pour les aider quand même à remonter cette pente? En fait,
Nous ne nous donnons pas essentiellement comme mission d'encadrer la jeunesse. Ce serait une prétention énorme et peut-être pas à la mesure de nos moyens. Nous disons tout simplement que c'est un mouvement axé sur la jeunesse. En avance, c'est un leadership collectif de jeunes leaders qui, ensemble, à travers tous les départements du pays, offrent un espace aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent militer, pour qu'ils puissent faire valoir leurs idées. Parce que malheureusement, en Haïti, trop souvent, on tourne le dos à la jeunesse. Et c'est pour ça que cette jeunesse tourne aussi le dos à Haïti. On a vu récemment les migrants haïtiens fuir par milliers vers des cieux plus cléments. Et en général, lorsqu'on parle à ces jeunes, ce n'est pas tant un problème économique qui les font partir. C'est souvent un problème sécuritaire. Et de l'autre côté, la flamme de l'espoir s'est éteinte. Il n'y a pour eux et pour elles aucun avenir en Haïti. Dans le mouvement en avant, on va se donner pour mission d'offrir à la jeunesse des raisons d'espérer. Pourquoi la jeunesse? Parce qu'elle est majoritaire dans le pays. Pourquoi la jeunesse? Parce qu'elle incarne l'avenir. Pourquoi la jeunesse? Parce qu'on ne le dit pas assez. C'est qu'en Haïti, les meilleurs cerveaux, les plus belles têtes se retrouvent aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Parce que les anciennes générations ont fait beaucoup d'efforts pour financer les études de leurs enfants. Les ouvriers, les paysans, les salariés, les cadres de l'administration publique, même quand elles ont eu la vie dure, elles ont trimé, elles ont travaillé pour offrir une éducation, pas toujours de qualité, mais au moins acceptable à leurs enfants. Et bien, ce sont ces enfants aujourd'hui, ces nouvelles générations qui ont la responsabilité de changer le cours des choses en Haïti. Un pays où malheureusement, beaucoup ont démissionné. Haïti, vous le savez aussi, aujourd'hui, c'est un pays otage de grandes armées, de milices armées qui imposent leurs lois, qui volent, qui pillent et qui en quelque part se substituent à l'État. Haïti, c'est un pays où l'État n'existe plus, où l'État est à reconstruire. Haïti est un pays qui, jadis, fut une des plus florissantes colonies au XVIIIe siècle. Malheureusement, cette richesse s'est faite sur le dos des esclaves, nos ancêtres, qui heureusement se sont rebellés pour nous offrir le 1er janvier 1804 notre indépendance. Mais que s'est-il passé après? Pendant notre premier siècle d'existence, nous avons dû payer, et malheureusement, un de nos premiers présidents, Jean-Pierre Boyer, a eu la malencontreuse idée d'accepter de payer une dette de l'indépendance pour compenser les colons qui avaient été chassés de l'île. 150 millions d'euros à l'époque. C'était lourd. Et pour comprendre le poids et le fardeau de cette dette, 2 ans avant, la France avait vendu ses colonies d'Amérique aux États-Unis pour 80 millions de francs. Et ça faisait 22% du territoire des États-Unis. Ce n'est pas seulement la Louisiane. Il y avait North Dakota, South Dakota, Wyoming, Ohio, une partie de la Louisiane, une partie du Texas, du New Mexico. Et j'en passe, 22% du territoire américain a été vendu aux États-Unis pour 80 millions d'euros. Vous vous imaginez que le poids, le fardeau de cette dette apportée pendant un siècle nous a empêchés de financer nos infrastructures, nos structures, notre fonctionnement, notre administration, notre éducation. Et en fait, pendant un siècle, ça a été difficile. Le 2e siècle d'existence d'Haïti a été tout aussi difficile. On a commencé par des guerres civiles, par une instabilité, une insécurité qui a abouti à l'occupation américaine. Donc pendant la première moitié de notre 2e siècle d'existence, nous avons eu une occupation américaine. Ensuite, il y aura une éclaircie. La décennie estimée Magloire, entre 1946 et 1956, va être une décennie qui va nous permettre d'envisager une percée vers la modernisation. Mais ça n'a pas duré longtemps. La 2e moitié de notre 2e siècle d'existence, nous avons eu le pouvoir des Duvalier, qui ensuite, malheureusement, le 7 février 1986, avait ouvert les portes à l'espoir qu'on aurait pu retrouver et renouer avec la démocratie. Mais depuis lors, c'est la descente aux enfers. Coup d'État militaire, gouvernement populiste, échecs électoraux, et puis on doit dire aussi des carrefours ratés. 1988, nous avons eu Leslie François Manigat comme possiblement un président qui pouvait nous amener vers la modernité.
mais il a été renversé 4 mois après par un coup d'État militaire. Donc ça, ce sont les éléments structurels et à long terme qui expliquent la crise haïtienne d'aujourd'hui. Naturellement, il ne faut pas remonter à 2 siècles pour aller trouver ces raisons. Durant les 5 dernières années, nous pensons qu'il y a eu des rapports de nature collusoire entre les gangs armés et les différents gouvernements du président Jovenel Moïse. Nous pensons qu'il y a eu aussi des relations de nature collusoire entre certains élus, certains hommes politiques puissants et ces gangs, et aussi avec certains opérateurs du secteur privé. Donc, quant au plus haut niveau de l'État, il y a ces relations de nature collusoire, eh bien, ceux qui utilisent illégalement les armes pour s'imposer devant un État faible prennent la place de l'État. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État est par terre, qu'Haïti est un État failli qu'il nous faut reconstruire, puisqu'au fond, même quand nous avons beaucoup de problèmes, il ne faut jamais oublier de toujours dire que c'est l'un des plus beaux pays au monde et un pays avec un potentiel énorme, un potentiel humain, un potentiel de créativité artistique, un potentiel économique, commercial, financier. Haïti, le jour où nous aurons la stabilité, la sécurité peut facilement redevenir la perle des Antilles. Parlant d'insécurité, de gangs armés, si vous arrivez au pouvoir, comment vous allez procéder pour restaurer un peu cette situation, instaurer la sécurité en Haïti, pour finir avec ce phénomène de gangs armés? Comment vous allez procéder? On sait que cette situation d'insécurité empêche le tourisme en Haïti, empêche vraiment que les gens puissent vaquer normalement à leur activité. Du coup, ce sera quoi comme stratégie pour arriver à une solution par rapport à ça? Nous espérons effectivement un jour arriver au timon des affaires par la voie des urnes, naturellement, parce que nous sommes des démocrates convaincus. Le jour où il y aura en Haïti des conditions pour des élections libres, honnêtes et démocratiques, nous espérons que nos candidats à tous les niveaux gagneront mairie, députation, sénatoriale et présidence. Et notre premier objectif sera de restaurer l'autorité de l'État et naturellement de rétablir la sécurité en Haïti. Comment le faire? D'abord et avant tout, il faut qu'il y ait une volonté politique au plus haut niveau, ferme, avec un leadership politique déterminé à ce que la sécurité soit un élément essentiel de la vie nationale. Il faut que les Haïtiens et Haïtiennes puissent vaquer librement à leurs activités, quelle que soit leur couche sociale, quel que soit où ils sont. Bien entendu, nous allons mettre les moyens qu'il faut au niveau de la police nationale. Il faut de nouvelles troupes, il faut de nouvelles unités, il faut des armements, il faut un encadrement, il faut un entraînement. Donc tout cela va faire partie d'une attention spéciale de notre mouvement. Il faudra surtout aussi une unité antiterroriste. Parce qu'aujourd'hui, on a basculé en Haïti d'une situation de criminalité classique à une situation de terrorisme intérieur. Quand des milices armées pénètrent dans des lieux de culte pour y enlever des fidèles ou des prêtres ou des pasteurs, nous parlons d'un acte de terrorisme. Quand il y a des terminals pétroliers stratégiques du pays, pris à l'assaut, pris en otage par des groupes armés, nous parlons de terrorisme intérieur. Donc il faudra, à un problème spécial, une solution adéquate. Et de ce point de vue-là, nous prenons les dispositions qu'il faut. Naturellement, vous comprendrez qu'en matière de sécurité nationale et sécurité publique, il y a peut-être des stratégies et des plans que je ne peux ici dévoiler, vu la nature, je dirais, confidentielle qu'elles doivent avoir. Racontez-nous un peu votre expérience à la Chambre des députés. Êtes-vous satisfait aujourd'hui? Mon expérience à la Chambre des députés a été une expérience enrichissante. C'est-à-dire que c'est une véritable école de la vie politique en Haïti. Le Parlement vous apprend à mieux comprendre les rouages de l'administration publique, du système politique, à mieux connaître les hommes et les femmes qui dirigent l'administration publique, qui sont impliqués en politique. Et puis, très certainement, ça vous permet aussi de bien comprendre les mécanismes de cette grande corruption qui existe dans le pays. Bien entendu, on ne peut résoudre un problème de corruption que quand on le comprend, ce problème, quand on l'appréhende de la meilleure des façons. Eh bien, au Parlement, j'ai pu accumuler une certaine expérience qui me permet aujourd'hui de bien comprendre comment fonctionne ce système qui fait qu'Haïti ne marche pas. Donc je pense que cette connaissance et cette expérience que j'ai acquise au Parlement, je peux la mettre au service du mouvement en avant lorsque
au timon des affaires, nous aurons à résoudre certains problèmes, notamment, il faudra absolument attaquer le problème de corruption, qui est un problème qui mine notre pays. Maintenant, est-ce que j'ai pu tout faire au Parlement? Probablement pas. Vous savez, le Parlement, c'est la dictature du nombre. Ça veut dire que, député de la minorité, je n'avais pas toujours tous les moyens pour imposer mes propositions de loi. Mais il n'en demeure pas moins vrai que ces propositions de loi, certaines ont été adoptées par décret et ont eu un impact sur la société. J'ai présenté des propositions de loi sur la police nationale d'Haïti, des propositions de loi sur l'introduction du crédit bail comme outil financier, et une proposition de loi sur la double nationalité, la nationalité haïtienne. J'ai été à la tête d'une commission spéciale qui a travaillé sur l'amendement de la Constitution. Et dans tous les textes de proposition de nouvelle Constitution, la grande majorité de nos propositions s'y retrouvent. Donc je pense qu'à travers tous les travaux que j'ai menés, les batailles, les combats, les luttes que j'ai menées au Parlement, je peux dire que ça a été une expérience réussie. Et d'ailleurs, je suis très critique envers les parlementaires haïtiens. En grande majorité, pas tous. Mais ce n'est pas tant les parlementaires haïtiens qui causent problème. Excusez-moi, ce n'est pas tant le Parlement haïtien qui cause problème en tant qu'institution régalienne, institution de l'État, pouvoir législatif sur lequel repose la République. Mais c'est surtout justement des parlementaires peut-être inconscients, insouciants ou non conscients de leur rôle et de leur responsabilité. C'est pour ça que nous encourageons les jeunes à s'impliquer en politique et à apprendre notamment à travers un vécu qui passe par un passage au niveau du Parlement. Nous, au niveau du mouvement en avant, nous savons que lors des prochaines élections, quand elles se tiendront, puisque les conditions ne sont pas encore réunies aujourd'hui, nous aurons beaucoup de jeunes capables, intègres, honnêtes à se présenter comme candidats au niveau de la Chambre des députés et probablement du Sénat, si Dieu nous prête vie. Si vous arrivez justement au pouvoir, quelle serait votre première action, vu qu'on est en fait, Haïti est en proie d'une crise, je dirais, hors norme. Aujourd'hui, plus rien ne fonctionne en Haïti. Ce sera quoi votre première action si vous arrivez au pouvoir? Bon, a priori, c'est une question qui peut paraître difficile à répondre. Pourquoi? Parce que tout simplement, le moment où un mouvement arrive au pouvoir est un moment qui a ses spécificités et qui peuvent demander des réactions par rapport aux problèmes que nous trouvons à ce moment-là. Mais restons-en de manière générale à ce qui devrait constituer pour nous des priorités de l'action gouvernementale. Nous avons 3 priorités. D'abord, la sécurité. Donc restaurer l'autorité de l'État, redonner à la police nationale les capacités de protéger et de servir. Ça, c'est une priorité. La deuxième priorité, l'emploi. Le problème politique en Haïti est secondaire par rapport au problème économique. Nous avons tant de jeunes diplômés capables qui malheureusement ne peuvent pas trouver d'emploi, qui malheureusement sont obligés de vivre les affres du chômage. Et je pense que notre responsabilité, c'est de nous assurer qu'il y ait des conditions aptes à l'investissement privé, local ou étranger, qui peut permettre de créer les milliers et les millions d'emplois dont on a besoin. Nous avons aussi la responsabilité de faciliter l'accès au crédit à des petites et moyennes entreprises. Il faut que l'économie haïtienne repose sur des milliers de petites et moyennes entreprises qui auront la possibilité de financer leur activité à travers des taux d'intérêt à taux bonifiés. Et troisièmement, l'éducation. Nous pensons que l'éducation est la voie de l'avenir. En Haïti, nous avons 4 millions d'enfants, un budget pour l'éducation de 200 millions de dollars. Ça fait que nous investissons $50 par année par enfant. C'est pas normal, parce qu'à côté, la République dominicaine investit $1000 par enfant par année. Vous voyez la différence? Quand on n'investit pas dans sa jeunesse, c'est qu'on n'a pas une vision d'avenir. Un député français, et à l'époque, peut-être fin des années 60, début des années 70, Pierre Fitt, il avait écrit un livre à l'époque intitulé « Quand la Chine se verra ».
En France, les grands penseurs lui disaient à l'époque, mais comment parler de la Chine comme possiblement une grande puissance, puisque au fond, à l'époque, elle était considérée comme un pays pauvre. Et à ce moment, il a partagé une expérience qu'il a faite en Chine durant son voyage. Et à lui de dire que dans toutes les provinces où il passait, il voyait des constructions. Et il demandait c'était quoi. Et on lui disait c'était soit une école, soit un lycée, soit un collège, soit une université. C'est ainsi qu'il a décidé d'écrire son livre, Quand la Chine s'éveillera, en précisant que lorsqu'un pays investit tant dans l'éducation de sa population et qu'elle a une démographie tellement importante, c'est un pays qui s'occupe de préparer l'avenir et que la Chine était certainement préposée à devenir une grande puissance mondiale. 30 ou 40 ans après, on voit qu'il avait raison. L'éducation, toujours l'éducation. Comment vous allez faire vraiment pour arriver à vraiment établir votre programme politique ou projet politique si vous arrivez justement au pouvoir quand on sait que aujourd'hui ce sont les sénateurs et vous allez procéder comment pour convaincre ces sénateurs, ces députés qu'on sait déjà qui sont toujours en majorité? Est-ce que vous allez proposer une réforme constitutionnelle ou... Bon, d'abord, lorsque nous aurons concouru aux élections, nous espérons que notre mouvement sera majoritaire à la Chambre des députés et au Sénat. Donc on n'aura pas à faire face à un ensemble de députés ou de parlementaires qui sont des partisans du statu quo. On aura avec nous donc une majorité, nous l'espérons, de parlementaires déterminés à enclencher le processus de changement dont Haïti a besoin. Donc ça, il faut le dire, que nous avons une prétention d'occuper les pouvoirs et d'avoir une majorité au Parlement. Même quand ce ne serait pas une majorité, mais quand même un nombre assez imposant pour pouvoir imprimer un rythme et donner le ton au niveau du Parlement. Pour le reste, et c'est une bataille de tous les jours, ce n'est pas tant la victoire qui est importante que le combat. Et nous, notre combat se fait sur la base des idées parce que nous sommes déterminés à toujours respecter cet adage qui veut que nous privilégions l'arme de la dialectique sur la dialectique des armes. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Haïti, mais il faudra renverser la vapeur un de ces jours. Haïti est connu pour avoir une culture assez riche et variée et diverse, si je peux dire. Et on l'a vu à travers nos poètes, on a de nombreux écrivains, de nombreux peintres. Et malheureusement, on n'a même pas une salle de cinéma en Haïti, on n'a pas de théâtre en Haïti. Et j'ai eu la chance de discuter avec un photojournaliste qui m'avait dit qu'il n'y a même pas une maison de photographie en Haïti. Et comment vous expliquez ça? Bon, il est difficile d'expliquer ce que nous devons appeler un drame. Mais il faut reconnaître que dans ce drame, nous pouvons aussi déceler nos forces. Même quand Haïti n'aura pas de terrain de foot moderne, il sortira toujours de notre football les meilleurs footballeurs. Même quand nous n'avons pas des écoles d'art, il sortira toujours de nos rares ateliers les meilleurs peintres, les meilleurs artistes, les meilleurs forgerons. Même quand je dirais que nous n'avons pas les meilleures universités, celles et ceux qui sortent de l'école normale supérieure, de la faculté de sciences, de l'INAGUE, de l'Université d'État d'Haïti en général, sont vraiment de très belles têtes et Haïti est un pays d'échantillons en littérature, en sciences sociales, dans tous les domaines, sciences sociales, philosophie, économie, finance, comptabilité, gestion. Nous avons un pays d'échantillons, mais nous devons nous battre pour ne pas seulement produire des échantillons de qualité, mais pour qu'il y ait une masse critique de valeurs qui peuvent être les Haïtiens de demain qui vont soutenir une économie qui peut à nouveau prétendre être l'économie du futur. Moi, je suis très optimiste qu'à partir du moment où nous avons retrouvé la sécurité et la stabilité, que nous avons à la tête de l'État des hommes et des femmes responsables, capables,
qu'il y a un projet national qui unit les Haïtiens, nous sommes capables de très grandes choses. Nous avons été, au début, pour ne pas dire, disons, à la moitié de notre deuxième siècle d'existence, notamment sous la présidence de Dumas, c'est estimé un pays qui donnait le ton. Nous étions une référence. Dans la Caraïbe, dans l'Amérique latine, et la décennie estimée Magloire, j'en ai parlé tout à l'heure, était une décennie qui laissait présager d'un avenir radieux pour Haïti. Malheureusement, les circonstances en ont décidé autrement, mais je reste persuadé que nous gardons toujours tous nos atouts dans l'économie mondialisée. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons, au niveau économique, un peuple qui est décidé à travailler, qui veut travailler pour autant qu'il ait les possibilités, les options et les opportunités de travail. Nous avons au niveau du tourisme les plus belles plages de ce pays, de la Caraïbe, nos plages, nos vallées, nos montagnes. Tout cela sont des atouts dans l'économie globalisée. Je ne parle même pas encore de la vitalité créatrice de nos artistes et je ne parle même pas de l'unicité de notre histoire. Parce que en Haïti, quand on va au Cap, à la citadelle de la Ferrière, ou au palais sans souci, on rentre dans l'histoire. Donc nous avons un ensemble d'atouts qui peuvent faire la différence entre nous et beaucoup de ces pays dans la Caraïbe et en Amérique latine. Mais pour cela, il faut qu'on ait des leaders responsables, il faut qu'on ait la stabilité, la sécurité, il faut qu'on ait un projet national. Et tout cela, c'est ce que nous entendons incarner au niveau du mouvement en avant, c'est notre effort. C'est notre destinée et j'espère que nous y arriverons contre vents et marées. Pour conclure, est-il possible d'organiser les élections en 2022 en Haïti, vu l'instabilité politique et la situation d'insécurité? Bon, pour le moment, nous sommes en novembre 2021 et la situation est toujours très incertaine. Au fond, elle ne s'améliore pas, elle s'empire tous les jours. Il y a de cela un mois, nous étions de l'avis qu'à la fin de l'année 2022, on pouvait organiser des élections libres, honnêtes, transparentes et démocratiques en Haïti, qui est d'ailleurs la seule solution pour qu'on ait des élus légitimes qui peuvent avoir la responsabilité de changer l'État et de diriger le pays. Cependant, pour le moment, les conditions ne sont pas réunies. Quand seront-elles réunies, on ne sait pas. Mais elles devraient l'être tôt ou tard, parce que la démocratie passe par les élections. Mais les élections doivent aussi passer par un environnement de sécurité et de stabilité. Elles doivent aussi passer par un conseil électoral qui inspire confiance aux candidats, à la société en général, aux électeurs bien entendu, et bien entendu à un gouvernement formé de personnalités sérieuses, crédibles, honnêtes, préférablement de la société civile, qui elles aussi peuvent inspirer confiance. Si nous avons tout cela, je pense qu'en 6 ou 9 mois, nous pouvons très sérieusement adresser la question de la sécurité pour ensuite aller se concentrer sur l'organisation d'élections. Passage obligé de la démocratie. Ce n'est peut-être pas le meilleur des systèmes au monde, mais à date, je ne connais pas d'autres qui fonctionnent aussi bien. Si nous avons fait le choix de la démocratie, nous devons passer par les élections, essayant de créer maintenant les conditions pour y arriver. Merci. Merci beaucoup, M. Djeri Tardieu, de nous avoir accordé cet entretien et je vous souhaite les meilleurs dans vos projets et bon retour aussi en Haïti. Merci. Merci beaucoup.